Bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli dans cette masterclass. Donc, comme on est dans le cadre d'une masterclass, je me suis interrogé un peu sur... j'ai beaucoup modifié cette intervention parce que quelques éléments de contexte. L'année dernière, j'étais aussi intervenu dans la masterclass. Je remercie Franck de me faire cette confiance, il m'a réinvité aujourd'hui. Pour parler des questions problématiques des études digitales à travers ces questions d'épreuves que tu as soulignées en introduction, et sur ce que c'était que porter un projet d'outillage intellectif dans un contexte d'études digitales. J'avais présenté largement My Web Intelligence comme un projet technique d'outillage intellectuel, et cette année on a fait une série de séminaires au sein de notre équipe dans ce que Franck appelle aussi la formation par la recherche. Et donc la plupart de mes étudiants se sont mis, et du master DHD se sont mis à My Web Intelligence. On a fait des formations et on a fait une série de séminaires introductifs. Donc il m'était difficile aujourd'hui de représenter auprès d'un public qui à 90% connaît bien maintenant My Web Intelligence, de reparler de My Web Intelligence, surtout que en plus nos invités extérieurs, la plupart, ont l'habitude de suivre notre activité. Donc je me suis demandé comment faire pour tirer une certaine expérience de l'année passée sur le projet My Web Intelligence, et de m'interroger dans une sorte de recul critique sur ce que, de quoi My Web Intelligence est-il le projet, ou de quoi My Web Intelligence est-il le nom. Et j'étais assez marqué en même temps par le contexte un peu sociopolitique de la recherche aujourd'hui. On a une nouvelle réforme de l'université, et tout ça, avec les discussions avec Jean-Max, après l'intervention de Bruno Bachimon, tout ça a fusionné dans une intervention que je vais essayer de contextualiser comme si les projets d'études digitales étaient une interrogation aujourd'hui très générale et très profonde sur le statut de la recherche en sciences humaines et sociales, et en SIC en particulier, à l'épreuve des corpus numériques. Et donc je vais l'ouvrir évidemment sur plein de problématiques qui, je l'espère, mèneront aux conversations dont on a discuté pas plus tard qu'hier soir. Donc contexte général, que j'aime bien appeler le cauchemar d'Humboldt, parce qu'il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Le cauchemar d'Humboldt, et qui fait un peu l'historique du processus de Bologne et de la transformation extrêmement bureaucratique de la recherche en France, et particulièrement des effets très néfastes de ce processus bureaucratique sur la recherche en sciences humaines et sociales. On a vu depuis 5-6 ans une hyper-centralisation bureaucratique de la recherche, avec une logique des grands projets, des évaluations, et puis d'un alignement à la logique entrepreneuriale, de la plus-value, de l'économie de la connaissance. Enfin, je ne vous sors pas tous ces jargons et tous ces gros mots de la mise en compétition des laboratoires. Il y a le directeur du CNRS a parlé d'une élimination darwinienne des meilleurs. Ce jargon, on le connaît depuis le darwinisme social, c'est-à-dire depuis le 19e siècle. On sait d'où il vient, on sait sa logique. On sait aujourd'hui à quel point cette doxa et cette idéologie est devenue l'idéologie dominante de toutes les transformations sociales et la recherche en sciences humaines et sociales. Et un des champs, il ne faut pas oublier que la médecine avant, il ne faut pas oublier que l'art contemporain, il y a 20 ans, enfin, le rouleau compresseur idéologique s'est mis en place, et c'est aujourd'hui un contexte indépassable dans notre réflexion sur notre posture en recherche en sciences humaines et sociales. Et donc cette logique dans laquelle on a un impératif de plus en plus fort et de plus en plus violent, parce que bientôt les contraintes sérieuses la nouvelle loi va mettre en place des contraintes très sérieuses sur l'enseignant-chercheur pour qu'il s'aligne à ce processus d'une logique de l'argent, de la compétition, de l'évaluation, de la notation, va amener, à mes yeux, ça c'est une hypothèse et j'aimerais en discuter, va amener à projeter 90% de la recherche en sciences humaines et sociales dans les périphéries. C'est-à-dire si la sélection darwinienne, version darwinisme social, parce que je reparlerai à la fin d'une vraie pensée darwinienne, parce que qui n'a rien à voir avec une sélection darwinienne. La sélection darwinienne a été pour Darwin lui-même une monstruosité. Si la sélection darwinienne telle qu'elle est mise en place fonctionne, on va se retrouver avec une grande liberté, en fait. Les universitaires abandonnés, les universitaires périphériques, ceux qui ne seront pas label A+++, grand projet IDEX CS plus, enfin je ne sais plus quoi, on va se retrouver devant une énorme liberté
face à cet avènement techno-économiste. J'aime bien rappeler aussi que j'ai eu une vision professionnelle, enfin j'ai eu une période professionnelle avant de devenir enseignant-chercheur, hein, j'étais consultant, donc semi-expert, et j'aime bien dire que l'expert, en fait, c'est un chercheur c'est un travailleur intellectuel qui applique une certaine doxa scientifique qui a déjà été remise en cause depuis 20 ans dans la recherche en sciences sociales. Donc, transformer l'enseignant-chercheur en un expert, ça va être une assez bonne régression du travail intellectuel que fait le chercheur qui, normalement, doit être en rupture et doit être en innovation. Donc, la métamorphose du chercheur en expert, telle qu'elle évolue aujourd'hui par le processus de Bologne, m'apparaît aujourd'hui comme un horizon assez barbare, et on pourra en discuter. Face à cela, les sciences humaines et sociales, et notamment les SIC, hein, étaient très très mal préparées pour rencontrer un peu ce rouleau compresseur bureaucratique, parce qu'elles-mêmes, elles ont connu une certaine panne dont on discute beaucoup ici, hein, la panne du digital, la panne du numérique, la panne de la transformation radicale de la production de discours en général, de savoir en particulier, ou de l'accès à des corpus de plus en plus larges, de plus en plus documentés, et ou des corpus de plus en plus complexes et hétérogènes. Moi, je m'intéresse beaucoup au discours sur le web. Ce qui m'intéresse, c'est la parole infâme, c'est-à-dire la parole, la microtrace, hein, le commentaire en bas d'une page, le tweet, toutes ces paroles infâmes qui aujourd'hui sont des corpus de recherche, qui sont des corpus structurés, et face auxquels on est... on l'a déjà dit, hein, comme une poule face à un couteau, ça veut dire démunis de notre outillage, démunis de nos réflexions. Là-dedans arrive évidemment l'explosion des méthodes, la démocratisation plutôt, parce qu'il n'y a rien de nouveau, hein, Bruno Bachimon nous l'a rappelé hier, la démocratisation de l'accès à des algorithmes interprétatifs, qu'on dit parfois prédictifs, du machine learning. Et nous, chercheurs en SHS, on a eu deux choix, soit se retirer dans une sorte de grand cri d'effroi en disant « mais qu'est-ce que cette barbarie, nous sommes des lettrés, nous resterons dans nos bibliothèques et dans nos livres », soit, pour ma génération et pour moi particulièrement, d'essayer de nous mettre à l'épreuve, de rentrer dedans et de se dire quel processus d'intelligence on va pouvoir produire par ces éléments-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion que Franck a rappelée, cette notion d'épreuve, en fait, de parcours initiatique, d'épreuve, d'exercice, d'expérimentation, de cette promesse technologique que donnent les outils algorithmiques, que donne l'accès à des très grands corpus interopérables. Hein, après la présentation de Fabrice tout à l'heure, moi, elle m'a explosé, quoi. J'imagine la constitution de corpus interopérables sémantique entre Amazon, Isidore, etc., pour faire de la recherche en épistémologie, j'en ai les frissons, quoi. Les SIC, en plus, elles-mêmes n'étaient pas très très bien préparées, parce que les SIC sont une discipline extrêmement jeune. C'est une discipline fabriquée qu'avec des transfuges. Hein. Les SIC est fabriqué de chercheurs qui sont avant tout des philosophes, des linguistes, des gens de la littérature. Et les SIC est une discipline qui a 30 ans, hein, qui a 40 ans maximum. Et elle est constituée de chercheurs qui ne sont pas des chercheurs en SIC, par définition, puisqu'elle vient de naître, puisqu'elle vient d'émerger. Et donc elle a connu, je ne veux pas faire mon Auguste Comte positiviste, elle a connu 3 temps, elle connaît 3 temps, mais qui ne sont pas des temps qui se succèdent, mais des temps qui discutent entre eux. Un temps théorico-déductive, un temps de la critique, un temps des hypothèses, un temps d'une interprétation très large, très macroscopique de ce qui arrive aux sociétés médiatisées, et notamment des sociétés médiatisées à l'ère du numérique. Un temps de la monographie, hein, on a de plus en plus des études de terrain, des études monographiques qui essaient de comprendre la complexité de l'éditorialisation numérique ou de la mise en ligne de corpus numériques. Et puis arrive aussi un temps un peu plus scientifique au sens contien du terme, c'est-à-dire la recherche à travers l'étude de population de lois, de règles, qui structurerait, qui viendrait expliquer la compréhension de la production d'informations, de savoir et d'actes de communication dans l'espace public. Et ces 3 temps-là, aujourd'hui, sont nouveaux, sont émergents, et dans le profil du chercheur SIC, ça pose une question de sa posture entre
entre la posture macroscopique critique, l'étude monographique mais non généralisable, et le tournant, disons, scientifique, même si j'aime pas, j'ai écrit ce mot, mais tout est scientifique en fait, mais disons le scientifique au sens science dure, c'est-à-dire travail sur des populations, travail sur des régularités et réflexion sur des lois, hein, de production de savoir, de lois structurales, lois systémiques, qui est aujourd'hui pour moi un horizon à découvrir et à imposer aujourd'hui dans les cycles, parce que c'est une vraie interrogation sur est-ce que les cycles doivent avoir ce tournant scientifique qui sera aussi ce tournant technologique. Et donc ma question c'est, peut-on être plus darwinien que les pseudo-darwiniens? Ça veut dire que cet impératif d'innovation, de conquête, hein, parce qu'on a un horizon très ouvert et très large dans la discipline, on est vraiment au tout début, je pense que notre discipline a encore des décennies devant elle, et je pense qu'on est encore dans l'enfance, hein, dans une histoire disciplinaire. Si on prend la sociologie, la psychologie, et qu'on regarde l'histoire de la socio, de la psychosocio, et qu'on regarde à peu près les cycles, on est à peu près dans une sorte d'enfance des cycles. Et je me demande si aujourd'hui, il ne faudrait pas réfléchir entre la bureaucratie des grands projets, de l'alignement financier, et une tradition littéraire, une tradition livresque des cycles, s'il ne faut pas abandonner deux ethos pour essayer d'expérimenter un troisième ethos, ou peut-être pas les abandonner, mais en tous les cas expérimenter un troisième ethos, qui serait un peu un ethos propre à l'émergence du numérique, ce que j'appelle l'ethos des hackers, l'ethos du libre, l'ethos, justement, on parlait de la pluralité des initiatives, de la pluralité et de la grande liberté des initiatives et des innovations. Et pour moi, le paradigme du libre, le paradigme du hacker, la sociologie même du hacker et de l'open source, même si c'est pas du tout la même chose, mais il y a quand même beaucoup de ponts entre l'ethos du hacker et l'ethos de l'open source, pourrait être une forme que pourrait adopter aujourd'hui le chercheur en SIC, et particulièrement le chercheur en études digitales. Et donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. Dans une première partie, pour moi, si on veut garder le vocabulaire darwinien, le chercheur en SIC, notamment le chercheur en études digitales, se retrouve devant un impératif de mutation numérique face à l'énorme complexité des corpus numériques qu'il a à traiter. Corpus anciens qui aujourd'hui, du fait de leur indexation massive et multiple, s'avèrent être des corpus avec des opportunités et avec des promesses de signifiance qui sont des promesses à venir et dont on n'a pas encore les outils intellectifs. Ils sont là, hein, on y est presque, mais ils ne sont pas encore diffusés, massifs. Promesse de l'infâme, ça veut dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire la discussion, c'est-à-dire les stratégies marketing, la communication, enfin le web en général. Et donc pour moi, cette mutation passe par 4 aspects. Hein. D'abord, une culture critique du numérique, et là on a les représentants majeurs qui ont fait énormément avancer cette culture critique du document numérique, hein, qui aujourd'hui est quand même très avancée, qui amène une sorte de théorie générale, même si ce n'est pas une théorie centralisée, hein, mais une théorie générale socio-technique du document et des processus d'éditorialisation. On a de moins en moins de naïveté aujourd'hui grâce à toute une génération de chercheurs. On a de moins en moins de naïveté quand on réfléchit sur un document, son émergence, son interprétation, son existence, sa mémorisation, son archivage, son accessibilité. Hein, et on peut remonter... non, je ne vais pas le citer parce que je le cite à chaque fois. Mon père spirituel. Et donc d'abord avancer, consolider, et ça c'est pour moi presque accompli, parce que il y a une génération entière qui a travaillé là-dessus, et je pense que c'est sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un document numérique, qu'est-ce que c'est que l'interpréter, quelle est sa complexité, quelles sont les interrogations qui s'y posent, pour ne pas avoir cette naïveté de la transparence du document. Deuxième élément, une culture technoscientifique. Hein, je pense que nous avons commencé un cycle de formation au sein de l'équipe, auprès des doctorants, mais aussi entre nous, entre chercheurs. Il y a la nécessité maintenant assez impérative, on ne peut plus attendre, de se doter de compétences, hein, et de se doter d'outils. Compétences quantitatives, compétences de développement, compétences d'expérimentation,
il y a une culture. Et aujourd'hui, les écoles doctorales, les urfistes, au sein même des laboratoires, mais aussi au sein même de réseaux informels, je pense on va accueillir Humanistica à Bordeaux en mai ou en avril. Olivier, rappelle-moi. En mai. On accueille Humanistica, qui est le réseau très informel, très associatif, très hacker à mes yeux, des humanités digitales. Et là, ce sont des occasions très importantes pour faire du transfert de compétences, du transfert de techniques. Je pense que cette culture, justement, du web et cette culture techno-scientifique ouverte et open du web est un moment important dans l'éthos aujourd'hui du chercheur en études digitales. La culture du hacker aussi, c'est aussi la culture du bien commun, la culture de produire des outils, produire des corpus, toujours, non pas pour son propre intérêt, pour sa propre production scientifique, mais toujours dans l'idée de sa reproduction, de sa réinterprétation, de sa mise en commun des corpus et des outils que l'on produit. Ça, c'est propre vraiment à la culture des hackers et à la culture open source. C'est toujours l'idée, j'arrive pas à distinguer une culture open source hacker, ma réflexion n'est pas assez avancée là-dessus. Moi, je vois des gens, parce que j'ai côtoyé beaucoup les développeurs de l'open source, et en même temps, je les connais tous, ils sont tous hackers. Donc, pour moi, c'est la même figure. En fait, il y a l'idée toujours que quand on produit quelque chose, on ne le produit pas uniquement pour soi, on le produit surtout pour la communauté. Et quand on produit un outil, on a cette réflexion sur l'interopérabilité, sur son accessibilité, sur la gratuité. Quand on produit un corpus de recherche, par exemple, on a toujours l'obsession de trouver une certaine forme de normalisation qui va permettre à être déposé en open et à être partagé. Et on espère que son corpus qui a produit sa propre réflexion scientifique soit réutilisé par quelqu'un. Ce qui est très contre-intuitif pour une tradition de chercheurs en sciences humaines et sociales où, au contraire, le corpus est quelque chose qui va rester dans les archives. Franck vous travaillez sur les archives de Robert Escarpit. Jamais, il faut qu'il soit mort pour l'auteur, pour qu'on aille rechercher son corpus, son travail, ses éléments. Alors que dans la culture du hacker, c'est l'inverse. C'est toute production doit être accompagnée automatiquement de toute sa généalogie, de tous les éléments qui ont aidé à sa fabrication. Et en fait, et un dernier point, c'est une culture communautaire, en fait. Une culture communautaire par projet, qui est l'idée d'abandonner, comme en sciences dures d'ailleurs, l'idée d'abandonner l'autorat, l'individu, l'idée que c'est la propriété d'une personne, la réflexion, mais bien au contraire d'ouvrir largement à l'idée qu'on est beaucoup à travailler sur la question. Il y a de la réécriture, il y a de la réécriture multiple, il y a dans le temps, mais aussi dans la spatialisation, et peut-être des documents, des outils peuvent de plus en plus être des productions collectives. Aujourd'hui encore, au CNU, une production collective est péjorative. Ça veut dire, on a l'idée que si t'es pas le premier nom, qui est le premier nom? Il y a 4 articles, on vous dit, ah bon, il y a 4 noms dans l'article, mais qui est le premier nom? C'est-à-dire, on doit l'attribuer à qui? Il peut y avoir qu'un propriétaire. C'est étrange. Non, les 4 ont écrit. Qui va être écrit en premier, ordre alphabétique? Vous voyez, ce genre de conversation, ce sont typiquement ce genre de conversations qu'il faut remettre en cause à un moment donné, en disant mais on aurait pu en mettre 50 des noms en fait, puisque moi-même j'ai récupéré le travail de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que la citation, hein, j'ai coécrit, j'ai discuté, et ça aussi c'est une culture du web, et ces 4 facteurs-là pourraient aider à la mutation du travailleur intellectuel que je serais le chercheur en études digitales. Alors c'est pas que une utopie, hein, je le vois aussi, j'observe aussi une génération entière de chercheurs, notamment dans les humanités digitales et l'étude digitale, qui sont imprégnés par cette culture, hein, qui sont des digital natives, et qui sont imprégnés de cette culture. Et je trouve que cette culture est beaucoup plus darwinienne. Parce que si on reprend la définition de Darwin sur les facteurs d'adaptation à des transformations complexes, en fait, c'est justement ces coopérations agiles, ces sentiments de collectivité, ça veut dire le fait que tu défends ton espèce avant de te défendre toi-même, etc. Tous les principes darwiniens sont des principes du hacker, quoi, en fait. Ce sont des principes du open source. Et pas du tout la version Spencer, qui est la sélection naturelle par une autorité qui pourrait favoriser l'élimination des plus faibles en renforçant les plus forts. Deuxième élément, pour que cette culture de hacker se déploie, il faut en effet que son environnement lui soit favorable. Parce que sinon, son environnement devient bureaucratique, et cette culture du hacker exterminera
sera un élément qui poussera le chercheur à être exterminé en fait par l'ambiance bureaucratique. Il faut que pour que ce chercheur du hacker se développe, il faut quand même que son environnement se transforme d'une façon favorable. Et là, on en a beaucoup parlé, donc je vais aller très vite. C'est l'idée de l'accès aux données, hein, l'accès à la matière première de sa recherche, les données déjà existantes. Il y a aujourd'hui des grandes batailles. On avance beaucoup sur certaines données ultra formalisées, qui sont les données bibliothécaires, hein, tu en as parlé tout à l'heure, HAL, Isidore, etc. Même Amazon dépose en open source, en open data, la totalité de son catalogue, plus donc les bouquins, les livres, les machins, plus les données de transaction. Ça veut dire les indicateurs d'achat, combien a été vendu le livre, quel prix a été vendu, quel est son ranking, les gens qui ont lu ce livre, les gens qui ont consulté ce livre, qu'est-ce qu'ils ont consulté d'autres. Donc on peut faire des cartographies réseau aujourd'hui de consultation de livres sur Amazon. Je rêverais que la BNF fasse en open data une cartographie des consultations de livres. Moi, j'aimerais bien savoir quand un chercheur a été voir ce livre, qu'est-ce qu'il a regardé après dans une session. Et avoir ces datas relationnelles ouvrirait des perspectives de recherche fascinantes. Amazon vient de les mettre en... les GAFAM, pour moi, c'est pas une grossièreté, en fait. Je comprends bien que ce sont des entreprises capitalistiques, je comprends bien qu'elles ont des tendances aujourd'hui à capter la donnée, capter les algorithmes, etc. Mais en même temps, comme ces entreprises capitalistiques, elles ont un impératif de nous recruter comme consommateurs. Et donc on peut jouer avec ce recrutement de consommateurs. Ça veut dire, moi j'expérimente aujourd'hui des plateformes d'intelligence artificielle qui appartiennent aux GAFAM. Quand je fais du recodage vidéo, recodage d'images, heureusement que le GAFAM a ouvert une porte gratuite. Et moi, petit chercheur, dans mon petit bureau, sans argent, sans projet à 100 000 bouzoufs, juste en 3 lignes de code, j'envoie 100 000 photos à Amazon et il me les envoie recodées en colorimétrie et je me constitue un set de données qui, si j'avais dû le faire par le CNRS, il fallait que je décroche un appel d'offres à 100 000 bouzoufs. Voilà. Et les GAFAM participent à cette culture du hacker, c'est-à-dire à vous donner accès aux plus puissantes plateformes, je ne sais pas si on peut les appeler d'intelligence artificielle, et d'apprendre et d'expérimenter, parce que moi je suis en formation sur ces algorithmes de machine learning, nous permettent d'expérimenter et en classe et en cours, de donner des cours là-dessus. Sans attendre que la future plateforme, parce que le CNRS nous a promis une plateforme d'intelligence artificielle, d'analyse de texte, d'analyse d'images, d'analyse vidéo, elle arrivera dans 8 ans, je serai à 4 ans de ma retraite, donc voilà. Moi je suis pas radicalement, je comprends le danger du GAFAM, mais aujourd'hui il m'ouvre des portes, et quand Amazon dépose son open data complet, je suis obligé de lui dire merci. Parce que là, moi je viens de télécharger la totalité de sa bibliothèque de livres avec les données de transaction. Ça veut dire quelqu'un a vu ça, quelqu'un a vu ça. Je vais faire des cartographies scientifiques aujourd'hui grâce aux lecteurs qui se sont constitués des bibliographies sur le livre d'Amazon. J'attendrai que la BNF, dans 17 ans, le fasse. Oui, mais là, moi, mes cartographies, elles vont sortir dans quelques semaines. Il y a aussi la sécurisation juridique, on ouvre le RGPD, les données personnelles, la question de la protection des licences ouvertes, de la gestion de la paternité. Je trouve qu'on est excessivement mal formé. Alors, on s'ouvre dans l'open, on va verser nos... Alors si on fait le travail, on va verser nos données, on va verser nos documents. Quid du statut juridique et de la protection juridique et de la paternité quand même, parce qu'on fonctionne quand même aussi à la paternité, il faut reconnaître le travail fait par une personne. Donc les licences MIT, tout ça, moi je trouve que ça fait partie d'un environnement juridique. Les licences open source justement ont été un grand moment de sécurisation juridique de l'open, et moi j'aimerais bien aussi que ça fasse partie de l'attirail de protection, de formation qu'une université, qu'un laboratoire, qu'une équipe de recherche peut aider, et auprès des étudiants, peut aider à développer. Enfin, on en a parlé là, donc je vais aller très vite, la normalisation des objets. Moi, MyWeb Intelligence, pour revenir sur l'objet, c'est quelque chose qui fait des corpus de données extrêmement hétérogènes que sont les pages web et bientôt les réseaux sociaux, autour d'une réflexion sur l'analyse de la controverse. Donc,
On va l'améliorer pour qu'elle puisse générer automatiquement, justement, en mode REST, des fichiers JSON qui soient facilement déposables. On commence à réfléchir sur un serveur. On nous a refusé l'appel d'offres, je le redirai 50 fois parce que ça m'est resté là. On voulait mettre en place un serveur open source qui permette automatiquement aux chercheurs de mettre en ligne sur son propre serveur, mais un truc ultra flexible qui permette de générer automatiquement tous les fichiers du format REST, JSON, XML, pour que ces corpus soient mis en réseau automatiquement. On nous a dit que c'était pas super intéressant. Bon. Troisième élément, la mutualisation des moyens dans la production intellectuelle. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est l'idée, oui, je suis parti dans tous les sens d'ailleurs, c'est l'idée en effet d'avoir à un moment des structures qui soient à la fois libres, ouvertes, facilement installables, parce que j'ai remarqué que dès qu'un projet commence à faire 100, 200, 300 000 euros, l'outil qui sort est un outil qui va avoir besoin de 200 ou 300 000 euros pour être installé et agrémenté. C'est-à-dire que quand vous avez 17 ingénieurs et que vous les mettez sur un grand TGIR, ils font des outils en général qui sont énormes et inutilisables. Alors que quand vous avez des micro-projets, vous faites des outils, c'est ce que j'ai voulu montrer avec My Web Intelligence, vous faites des micro-outils qui font 8 pages de code et qui s'installent en une ligne de commande sur n'importe quel ordinateur en 10 minutes. Et là, les étudiants peuvent en témoigner, on les installe en 10 minutes. Il y a une dynamique entre les deux, je ne vais pas dire que c'est l'un contre l'autre, bien sûr, parce que par exemple le TGIR Humanum nous donne accès à des serveurs RStudio. Un serveur RStudio, c'est, pour le jargon, pour traiter les données, c'est 12 000 € la licence par an. Un serveur RStudio vous permet vraiment de monter en charge dans le traitement des données. Et grâce à des TGIR, comme Humanum, c'est pour ça que je ne veux pas avoir de jugement tranché, grâce à des TGIR comme Humanum, on accède à des licences gratuites. C'est-à-dire que c'est une négociation avec RStudio. C'est un TGR qui part voir RStudio, qui est le logiciel data analyse aujourd'hui qu'utilisent tous les data scientists, et qui leur demande de pouvoir fournir gratuitement à la communauté scientifique les licences. Donc moi, je travaille avec des serveurs RStudio que je n'aurais pas les moyens de me payer. Il suffit d'envoyer un mail à l'TGR. Et là, pour le coup, Humanum, le TGR, il est super réactif, ils sont très ouverts, ils ont un esprit open, pour l'instant, j'espère qu'ils le garderont longtemps, où ils sont dans le recrutement de chercheurs, donc ils sont très open. Après, il faut vérifier. Moi, ce que j'aime pas dans la centralisation, c'est que tu es quand même dépendant du point central. C'est-à-dire, si à un moment, il change de politique, s'il commence à être sélectif, fermé, etc., tu as tout dépendu, ton système, tu l'as fait dépendre d'un point central, et donc quand le point central se verrouille, tout ton système se verrouille. C'est ce qui pose la question. Et donc le fameux projet Dataverse de MyWeb, qui a été refusé, mais qui sera repris en main. Donc ça, je le passe, mais c'est le programme de My Web Intelligence comme un laboratoire. J'ai repris le terme que Bruno Machimon a dit hier. En fait, je crois qu'il peut exister des laboratoires en SIC, au sens où il peut exister des plateformes qui à un moment fassent des plateformes d'analyse, de constitution de corpus, de traitement de corpus, qui puissent à un moment rassembler des chercheurs, mais des plateformes ouvertes, c'est-à-dire des plateformes virtuelles, des plateformes potentielles, à travers quelques outils techniques, qui peuvent rassembler des chercheurs sur une méthodologie. Quelqu'un peut s'y attacher à un temps donné, parce que c'est important pour sa recherche, repartir vers un autre laboratoire. Et la définition qu'a donnée Bruno Machimon hier m'a beaucoup plu sur cette notion de laboratoire. Laboratoire, ça serait des gens qui se rassemblent autour d'un outillage intellectif et qui, à un moment, produisent, avec une certaine normalisation, le temps voulu pour tel ou tel chercheur, un ensemble de corpus d'interprétation et d'outils d'interprétation. Et un laboratoire en SIC pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire que j'aimerais bien que My Web Intelligence, par exemple, soit une proposition de laboratoire. Mais pas au sens de refermer institutionnellement, mais dire... Voilà une méthodologie, voilà une formation pour se le faire, voilà comment travailler sur des corpus hétérogènes du web et comment analyser une controverse, et soyons plusieurs à modifier cet élément. Et on n'a pas besoin de se rencontrer physiquement. Ça veut dire une ligne GitHub, Git pool comme on dit dans le jargon, et votre laboratoire est mis à jour. Pour conclure, la logique open source, la licence MIT, c'est des choses qui m'ont fortement marqué, loin des grands projets. J'ai perdu, moi, à peu près, si je calcule bien, j'ai perdu 3 ans et demi à essayer de répondre à des grands projets.
ou à participer à la réponse à des grands projets. C'est des énormes rédactions, et en même temps, quand vous savez qu'il y a 90% de refus, vous savez que vous jouez à une partie que vous allez perdre à 90%. Donc vous engagez des mois et des années de recherche. Vous ne faites pas de la recherche pendant ce temps-là. Quand il faut rédiger les trucs, machin, etc., vous perdez des semaines, des mois, dans une partie où vous perdez à 90. Donc moi, je suis de plus en plus intéressé par plutôt un appel à la logique open et à l'appel à la logique réseau, même si en fait, on est toujours financé grâce à des projets, hein, puisque en fait, c'est des bouts d'argent que l'on prend dans les projets, etc. Donc là encore, c'est pas les grands projets contre la logique hack, c'est l'idée d'être flexible entre les deux. La question de l'interaction avec les informaticiens. En grand projet, ça devient très complexe. Moi, j'ai décroché un projet à 80 000 € et la gestion avec la société informatique a été très très difficile parce qu'il fallait montrer tout plein de papiers, il fallait que le projet soit déjà structuré, avec des grands gantes, avec des dates, avec des machins. Et le projet ne s'est pas du tout réalisé comme prévu, donc ça a été une catastrophe. Et en fait, l'outil, on l'a livré et il a tenu 2 semaines parce que la société informatique prestataire, elle avait fait son boulot, elle est partie. Et quand l'outil a dû s'adapter, il n'y avait plus d'informaticiens dans le coin, quoi. Donc le rapport aux informaticiens va être un rapport essentiel en études digitales, et il est encore à inventer. Alors dans les micro-projets, c'est beaucoup plus simple, hein. Je travaille aujourd'hui avec un développeur autour de ce micro-projet. Et donc du coup, dès qu'on a deux bouzoufs, au lieu d'avoir 100 000 bouzoufs, hein, dès qu'on a 2 bouzoufs, on demande au développeur s'il veut bien nous rajouter cette fonctionnalité, et lui ça lui prend 2 jours et il nous rajoute la fonctionnalité, et puis il est toujours dispo, et c'est pas grave s'il l'a pas fait la semaine dernière, hein. On n'a pas des timings, des agendas, des rendus, on avance quand on peut, hein. On a 3 000 €, il va nous faire ça, maintenant l'application elle fait ça, voilà, c'est peut-être prêt la semaine prochaine, c'est peut-être prêt dans 4 mois, je sais pas, et c'est pas grave. Et la politique de financement, en effet, c'est et je vais conclure là-dessus. La politique de financement, j'ai eu longtemps une autre casquette, c'est l'accompagnement des startups dans les levées de fonds. Et donc je connais bien le monde des levées de fonds et des startups. Et en fait, il y a eu une réflexion profonde, hein, sur l'accompagnement des startups avec les différents stades de maturation. Et l'idée qu'en fait, la vraie logique darwinienne, c'est l'essaimage maximum. C'est-à-dire l'essaimage maximum, c'est-à-dire financer tout. En fait, financer la moindre idée, donner des petits sous quand on a des petits besoins, et multiplier les micro-financements plutôt que de partir sur l'hyper-rationalité d'un grand projet à 300 000 bouzoufs. Ça, jamais aucune innovation ne sortira d'une logique de grand projet. Ça, qu'on se le dise une fois pour toutes, une logique d'industrialisation sortira d'un grand projet. Quand vous mettez 400 000 €, c'est que vous êtes en phase d'industrialisation à l'échelle nationale, internationale ou européenne de quelque chose qui est déjà stabilisé depuis longtemps. C'est ce qu'on voit avec Isidore, machin, etc. Au niveau d'innovation, elle s'est faite il y a 40 ans, quoi, ou il y a 30 ans. Et quand vous mettez 400 000 € sur la table, vous êtes dans une phase d'industrialisation. Quand vous mettez 1 milliard d'euros, parce que Éric Guichard nous parle dans son papier de l'ENS qui est très heureuse de décrocher pour les humanités digitales un projet d'1 milliard d'euros, ne sortira de ça qu'une énorme industrialisation du déjà là. On ne pourra pas avoir d'innovation avec 1 milliard d'euros. Quand vous avez les responsabilités de la gestion d'1 milliard d'euros, je peux vous assurer qu'il n'y aura aucune innovation. C'est une évidence quand on connaît la sociologie de l'innovation. Par contre, l'innovation vient au contraire des milliers d'expérimentations possibles, des centaines d'expérimentations possibles qui peuvent être soutenues par des microfinancements, et qu'ensuite il y ait une montée en charge, une sélection des expérimentations qui passent par 2 cercles, 3 cercles, 4 cercles, et qui finissent en industrialisation. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans la recherche en études digitales. Il manque le soutien, et quand on voit les nouvelles lois qui viennent passer, on a compris qu'on n'est pas parti dans la bonne direction. Il nous manque le soutien essaimage, qui aujourd'hui dans les startups, dans le monde économique, parce que comme c'est la référence, le monde entrepreneurial, prenons-le vraiment comme référence. Si Darwin est la référence, prenons vraiment Darwin en référence. Si le monde de l'entreprise est la référence, prenons le monde de l'entreprise comme référence. Et aujourd'hui, les logiques d'investissement dans l'innovation sont des logiques de microcrédit, de micro-essaimage, avec un suivi, avec un accompagnement, les Hub Institute, etc., etc. Et ce n'est pas du tout une logique de grand projet si on veut l'innovation. Voilà, je m'arrête là-dessus.